Bonsoir à tous et bienvenue. Ce soir, j'ai pour vous une collection glaçante d'histoires de cryptides à savourer. Alors attachez vos ceintures, car il est temps de vous installer confortablement et de laisser l'obscurité prendre le contrôle. Mon père n'a jamais cru au paranormal, que ce soit les fantômes, les extraterrestres, le Bigfoot ou quoi que ce soit d'autre. C'était un homme pragmatique, élevé dans les bois du Missouri, et il vivait sa vie ancrée dans ce qu'il pouvait voir, entendre et toucher. C'est pour ça que je n'ai jamais oublié l'expression sur son visage quand il m'a enfin raconté cette histoire. Il n'en a pas parlé avant que je sois adulte, et même à ce moment-là, ses mains tremblaient rien qu'en s'en souvenant. Je n'avais jamais vu mon père avoir peur auparavant. Pas comme ça. C'est arrivé en 1960, pendant l'une de ses nombreuses chasses au raton laveur tard dans la nuit. Lui et un de ses proches amis, un autre chasseur expérimenté, avaient emmené leur chien dans une petite zone de conservation à environ 8 km de la maison. C'est une étendue de terre paisible et en grande partie intacte, traversée par une source froide. Des campings primitifs et des tables de pique-nique sont dispersées çà et là. De jour, c'est le lieu idéal pour un pique-nique en famille. Mais la nuit, cela devient tout autre chose. Ils sont arrivés peu après la tombée de la nuit. L'air était chaud et immobile, une nuit d'été typique du Missouri. Mon père a dit qu'ils ont lâché les chiens et se sont assis sur le haillon du camion, les écoutant travailler dans les bois. C'était un des chiens de chasse bien dressés, des animaux loyaux et disciplinés qui connaissaient leur travail. Finalement, les chiens ont acculé un raton laveur dans un arbre et les hommes ont suivi leurs aboiements à travers les broussailles. L'arbre n'était pas loin, peut-être à 10 ou 15 minutes du camion. Ils ont attaché les chiens et les ont félicités, et ils étaient sur le point de repartir quand quelque chose a changé. Les chiens, qui étaient calmes et concentrés quelques instants auparavant, ont soudainement baissé la queue et se sont mis à gémir. Le plus grand mal de mon père, un chien qui avait participé à des dizaines de chasses et qui n'avait peur de rien, s'est mis à trembler. Puis il a tiré violemment, s'est libéré de la poigne de mon père et s'est enfui dans les bois en gémissant comme un chiot. Puis, ils l'ont entendu, un grondement sourd. Un son guttural, comme un grognement, mais différent de tout animal qu'ils avaient rencontré auparavant. Ce n'était pas un lynx, ce n'était pas un ours, et ce n'était certainement pas humain. Mon père a dit que c'était un grognement profond, qui faisait vibrer les os et qui ne semblait pas venir d'un seul endroit, mais de tout autour d'eux. Puis des pas lourds et délibérés ont commencé à tourner autour d'eux. Ces deux hommes connaissaient la forêt mieux que la plupart des gens ne connaissent dans leur propre maison. Ils étaient armés, expérimentés et n'avaient pas facilement peur. Mais quoi que ce soit, cela restait juste en dehors du faisceau de leurs lampes frontales. Chaque fois qu'ils se retournaient, ils ne voyaient rien, juste des ombres et le crépitement des broussailles. Puis vient le cliquetis. Il l'a décrit comme une sorte de murmure chuchoté, rapide et erratique, comme quelqu'un qui se parle à lui-même dans une langue qui n'était pas faite pour être entendue. Cela tournait autour d'eux avec des pas, les traquant intelligents et observateurs. C'est à ce moment-là que mon père a sorti son arme et a tiré 2 coups en l'air. Le bruit a explosé à travers les arbres, puis le silence s'est installé. Plus de vent, plus d'insectes, juste du mouvement. Juste ce calme étrange et surnaturel qui les oppressait, ils n'ont pas attendu, ceux qui n'avaient pas déjà fui ont foncé droit vers le camion. Quand ils sont arrivés, le grand MIC, le grand chien mâle de mon père, celui qui s'était enfui, les attendait déjà. Il était recroquevillé sous le haillon, tremblant comme une feuille. Mon père a dit que les autres chiens étaient terrés, la queue entre les jambes, certains essayant même de grimper sur leurs genoux. Rien que ça, c'était glaçant. C'étaient des chiens de chasse, nés et élevés pour des conditions difficiles, mais ils avaient l'air complètement brisé. Puis ils ont vérifié l'heure. Ce qui aurait dû prendre au maximum 40 minutes avait, d'une façon ou d'une autre, pris plus de 2 heures. Aucun des 2 hommes ne pouvait l'expliquer. Ils ne s'étaient pas égarés, ils ne s'étaient pas perdus. Les arbres étaient en proche. Rien ne justifiait qu'ils restent là si longtemps. Mais l'horloge ne mentait pas. Il a dit qu'il n'en avait jamais parlé à qui que ce soit, sauf entre eux. Mon père n'a raconté toute l'histoire à ma mère que plus tard dans la soirée. Elle m'a dit, après son décès, qu'il était rentré à la maison pâle comme un linge. Un homme qui avait affronté des animaux sauvages, des tempêtes, même des inconnus armés dans les bois. Et c'était la seule fois où elle l'avait vu vraiment bouleversé.
Il m'a dit un jour, avant de mourir, « Je ne sais pas ce qu'il y avait là-bas. Je sais juste que ça n'aurait pas dû exister. » Quoi qu'ils aient été traqués cette nuit-là dans les bois, ce n'était pas un animal. Ce n'était pas humain. Et ça n'avait certainement pas peur de 2 hommes armés et d'une meute de chiens. Ma famille est russe. Mes 2 parents viennent de Sibérie, ils sont nés et ont grandi dans une ville appelée Omsk. Il y a environ 5 ans, j'ai eu une conversation avec mon père qui a commencé normalement, mais qui a rapidement pris une tournure inattendue. Nous avons discuté des expériences paranormales que nous avions vécues. Je lui ai demandé pourquoi il croyait aux Yétis. J'étais surpris car mon père n'était pas du genre à croire aux fantômes, aux extraterrestres ou à quoi que ce soit de surnaturel. C'est un homme pragmatique, les pieds bancs sur terre. Mais les Yétis? Il est convaincu de leur existence. Il s'est redressé, s'est éclairci la gorge et a commencé à raconter son histoire. Mon père a servi dans l'armée quand il avait une 20aine d'années. Il était en poste dans un endroit appelé Spoutnik, un petit village près de la frontière russe avec la Norvège. Si vous le cherchez sur une carte, vous pouvez encore voir les anciennes casernes et ce qui reste du camp militaire. C'est isolé et rude, et entouré de forêts denses et de rivières. Dans ce camp militaire, tout le matériel lourd et les provisions étaient stockés loin des soldats, au cœur de la forêt, dans des entrepôts construits pour être isolés de toute activité humaine. Une nuit, un groupe de 10 hommes dont mon père a été chargé de réapprovisionner l'un de ces entrepôts. C'était un travail épuisant. Ils devaient en charger des camions avec des munitions lourdes et de l'équipement. Ils sont partis tard, mais le trajet a pris plus de temps que prévu. Ils ont crevé un pneu sur les routes de terre accidentées. Lorsqu'ils sont finalement arrivés à l'entrepôt, près d'une petite ville sur les rives du fleuve, un endroit appelé Lavé-Zéro, il faisait déjà nuit noire. La seule lumière provenait du faible scintillement des étoiles au-dessus, filtrées à travers un ciel lourd et froid. Ils passèrent sans la nuit sur place. Les hommes épuisés devaient se reposer pour soulever les charges lourdes le lendemain. Il y avait une cabane creusée à proximité, un simple abri, avec un toit en gazon recouvert d'herbe. Ils se sont tous allongés sur le plancher en bois à l'intérieur, s'attendant à s'endormir rapidement. Mais pour une raison quelconque, mon père n'y arrivait pas. Quelque chose n'allait pas. Il resta éveillé, allongé là dans le noir, à écouter. Quand il jeta un coup d'œil autour de lui, il se rendit compte qu'il n'était pas le seul à rester réveillé. Chaque homme avait les yeux ouverts, fixant le plafond ou regardant dans l'obscurité. Ce sentiment de malaise était palpable dans l'air, une gêne rampante, comme si la forêt elle-même les observait. Et au bout d'un moment, cela s'est transformé en une peur légère, mais tenace. Puis ça a commencé. Un bruit sourd et lourd sur le toit en tourbe. Au début, seulement quelques pas hésitants. Puis des pas plus lourds et délibérés, comme si quelqu'un ou quelque chose marchait au-dessus d'eux. Le toit craquait sous le poids. Chaque pas résonnait, se répercutant à travers les fines poutres en bois. Le bruit n'était pas aléatoire. C'était sans équivoque le bruit d'une grande créature qui marchait lentement en cercle. Les cœurs ont commencé à battre fort. La respiration des hommes est devenue rapide et superficielle. L'un d'eux s'est mis à hyperventiler, son souffle saccadé et haletant. Mon père a dit qu'il pouvait sentir les vibrations dans sa poitrine, comme si les battements secouaient ses entrailles. Puis l'un des soldats s'est évanoui de pure terreur. Malgré la lumière tamisée, quelqu'un a osé ouvrir les yeux et regarder dehors. Ce qu'il a vu, c'était une ombre, une silhouette massive qui se profilait près du bord de l'abri. Elle n'est pas entrée, mais elle les observait, silencieuse, immense. Finalement, les pas se sont arrêtés et la créature a disparu dans l'obscurité. Ce n'est qu'à ce moment-là que les hommes se sont permis de se détendre et de sombrer dans un sommeil agité. Le lendemain, l'ami de mon père a interrogé un habitant local sur cet étrange incident. L'habitant a répondu que c'était courant dans cette région. En fait, il a donné un nom à ce phénomène. Un nom dont mon père ne s'est jamais souvenu. Rappelez-vous, c'était à l'époque soviétique, une période où croire aux esprits ou à quoi que ce soit de surnaturel était condamné comme superstition.
La religion était interdite, et les personnes qui parlaient même de fantômes ou de démons étaient méprisées. Mon père et ses camarades étaient des soldats d'élite, profondément engagés dans l'idéologie de l'État, des hommes forts et pragmatiques qui ne croyaient à ce moment qu'en ce qu'ils pouvaient voir et toucher. Que tous étaient autant bouleversés par cette expérience, paralysés par la peur au milieu de la nature sauvage sibérienne, c'est quelque chose que mon père n'arrive toujours pas à expliquer. Il m'a raconté cette histoire comme si c'était hier, le visage pâle et sérieux. Ce n'était pas une histoire de fantôme ou un mythe, mais un souvenir profondément ancré dans son esprit. Cette nuit-là, dans la forêt, quelque chose s'est approché pour les toucher. Quelque chose d'énorme, peut-être ancien, et cela a laissé une marque qu'aucun soldat ne pouvait oublier. C'était la mi-novembre. J'étais coincé dans ce drôle de limbe entre l'enfance et l'âge adulte. L'hiver était arrivé brutalement, déversant de la neige partout, conséquence d'une tempête violente qui avait tout paralysé pendant quelques jours. Comme la plupart des soirs, à cette époque, nous étions dehors sans véritable plan. On errait simplement, on explorait, on faisait ce genre de bêtises nocturnes que seuls des gens de notre âge pouvaient se permettre. Nous étions 7. Moi, Dylan, Julien, Logan, Josiah, Bobby, qui portait pour une raison inconnue une hache de taille 4, et Carlos. Plus tôt dans la soirée, on s'était déjà fait chasser du terrain de l'école en se faufilant à travers les clôtures pour se réfugier dans les bois. Finalement, on s'est retrouvés sur ce sentier enneigé près de l'océan. Un calme mortel régnait. Aucune voiture, aucun vent, pas même le moindre bruit de vie au loin. La neige était parfaite, immaculée, comme une épaisse couverture blanche étendue sur le monde, et seuls nos pas la troublaient. C'est à ce moment-là que nous avons vu la cabane. Elle se trouvait seule dans une clairière, entourée de grands arbres décharnés. Elle avait l'air abandonnée. La peinture s'écaillait comme de vieilles croûtes, les fenêtres étaient embuées et fissurées, tout l'endroit s'affaissait sous le poids de longues années de négligence. Bien sûr, il fallait qu'on aille voir. Julien et moi avons été les premiers à nous avancer. J'ai essayé la porte, bloquée, sûrement gelée. L'air était lourd et étrange, sans être encore vraiment inquiétant. Logan, Dylan et Josiah se sont retrouvés pendant que Bobby et Carlos traînaient nerveusement près du sentier. Dylan réussit à ouvrir une fenêtre latérale. C'était un passage étroit, mais il se glissa le premier à l'intérieur. Logan suivit et Josiah était à mi-chemin quand tout a changé, parce que c'est à ce moment-là que nous l'avons vu. Julian et moi nous sommes retournés vers l'arrière de la cabane, et il était là. Ce n'était ni un chien ni un homme, mais quelque chose entre les deux. Il avait une forme humaine, mais tout était anormal. Pâle, la fourrure emmêlée autour de la tête, de longues oreilles pointues de Doberman et des yeux sombres qui ne reflétaient aucune lumière. Il se tenait là, à la lisière des arbres, silencieux et immobile, nous observant. Julien s'est figé, sa voix mi-rieuse, mi-paniquée s'est brisée. « Oh, un chien !» Mais je l'ai vu aussi. Ce n'était pas un chien. Josiah n'a pas hésité. Il s'est échappé par la fenêtre, à l'arrière. Logan, en voyant nos têtes, n'a même pas regardé. Il s'est juste jeté par la fenêtre comme s'il évitait une bombe en criant « Mec, y a pas de chien !» Puis il a disparu dans les bois. Dylan, coincé à moitié dans la fenêtre, donnait des coups de pied et se débattait comme un ver piégé. Au lieu d'essayer de sortir, il s'est précipité à l'intérieur. Il a ouvert la porte de la cabane de l'intérieur et s'est élancé dans la nuit. Moi et Julian, on a couru aussi. En riant parce que c'est comme ça qu'on gère la peur. On riait et on hurlait comme des fous en traversant la neige. Julien a glissé tête la première dans la poudreuse en riant, jusqu'à ce qu'il regarde vers la cabane. Il s'est figé. Il s'est levé d'un bond et a couru plus vite que jamais, nous dépassant tous les trois. C'était comme si sa vie en dépendait. Il n'y avait pas de lampe de poche, juste la lueur étrange du ciel nuageux, brunâtre et épais au-dessus de la neige. L'équipe de Logan s'était égarée au cœur de la forêt. Nous nous sommes séparés, cherchant à nous retrouver, haletant entre rires et tremblements. Nous nous sommes finalement retrouvés dans notre planque habituelle, le tunnel sous le pont. À l'intérieur, il faisait noir comme dans un four. Nous utilisions des écrans de téléphone presque déchargés et des briquets pour nous éclairer. Près de l'entrée de la trappe,
Dylan a allumé un briquet et Logan a craqué. Espèce d'idiot. Nous avons couru de l'autre côté du tunnel. Une fois dehors, Logan a expliqué qu'allumer une flamme dans un tunnel fermé avec du gaz piégé et une seule sortie aurait pu tout faire exploser, et nous aurions brûlé vifs. Plus tard, de retour chez Logan, l'adrénaline est retombée. Julien est resté silencieux et tremblant, parlant à peine. Logan a parlé pour lui. Bobby, Carlos et Josias n'avaient dit pas bien vu, mais Dylan et moi ont juré avoir vu quelque chose, et ce n'était pas un fichu chien. 1 an plus tard, à l'été 2024, Julien, Bobby, Carlos et moi sommes retournés là-bas. L'abri avait changé. Rénové, agrandi, repeint, plus de condensation sur les vitres, plus de vitres brisées. Quelqu'un était venu le réparer. Quoi qu'il y ait eu cette nuit-là, quoi que ce soit qui nous ait observé, c'était parti avec la neige. Mais cette nuit-là, cette nuit vit toujours dans ma tête, sans payer de loyer. Non pas pour nos actes, mais pour ce que nous avons été témoins. Ça aurait même pu nous suivre cette nuit-là. Et j'entends encore la voix de Logan résonner à travers les bois ensevelis sous la neige. Mec, y a pas de chien. Je pense que je ne l'oublierai jamais. Ça s'est passé il y a 2 étés dans les Grands Tétons. Mon petit ami de l'époque, qui est maintenant mon mari, Harry, était un homme de plein air chevronné avec une expérience militaire. Il étudiait l'écologie et il était impatient de se lancer dans la randonnée avec sac à dos. Il pensait que c'était l'occasion idéale pour mon premier vrai voyage dans la nature sauvage, juste tous les deux. 25 miles totalement hors réseau. Cet endroit est spectaculaire, mais pas pour les âmes sensibles. Leur territoire principal de grizzlies. Les seuls ours que j'avais jamais vus étaient pensés en main des ours noirs depuis le confort de ma voiture. Ces grands panneaux « Pays des grizzlies » affichés sur plusieurs kilomètres n'ont pas vraiment calmé mes nerfs. Harry ressemblait à un catalogue de survie ambulant. Machette accrochée à la ceinture, couteau sur les 2 hanches, spray anti-ours prêt à l'emploi. Nous étions à 1 mile de la randonnée, peinant sur la pente sans fin, tous les deux trempés de sueur et haletant sous des sacs de 20 kilos. On est censé faire du bruit pour ne pas surprendre les ours, mais nous étions trop essoufflés pour parler. Après 1 heure, le sentier a commencé à s'aplanir. Un ruisseau rapide coulait sur notre gauche. C'est alors que j'ai noté le silence. Il est tombé sur nous comme une couverture. Pas d'oiseaux, pas de vent, même pas une mouche qui bourdonne. Juste le ruisseau. J'ai croisé le regard de Harry et j'ai vu qu'il l'avait aussi remarqué. Dans la nature, le silence est rarement bon signe. J'ai atteint le sommet de la colline et me suis figé à quelques pas devant. À 3 mètres devant moi, en plein milieu du sentier, se trouvait un énorme grizzly. Il n'avait pas encore vu Harry. J'étais trop terrifié pour parler. Alors j'ai commencé à agiter un bras frénétiquement derrière moi pour attirer son attention. Quand Harry a aperçu l'ours, il a réagi immédiatement, m'a tiré derrière lui et s'est mis à crier. Il ne criait pas seulement, il hurlait comme un sergent instructeur militaire. Sa voix tonnait à travers les arbres. L'ours s'est dressé et retombé sur ses 4 pattes et a commencé à marcher droit vers nous. Et puis nous l'avons entendu. Un craquement venant du fond des bois, sur notre droite, une branche qui se brisait. Le grizzly a tourné brusquement la tête vers le bruit, a hésité une fraction de seconde, puis a filé vers le ruisseau, comme s'il venait de voir le diable en personne. Un deuxième craquement a retenti, plus proche cette fois. Harry a marmonné quelque chose à propos de branches qui tombaient, mais je pouvais entendre la tension dans sa voix. Nous avons accéléré le pas, marchant rapidement sur le sentier pour mettre de la distance entre nous et ce qui avait effrayé cet ours. Ma peau a rampé. Je n'arrêtais pas de regarder par-dessus mon épaule et Harry s'est arrêté net. Je me suis retourné et je l'ai vu aussi. En bas, là où nous nous serions tenus quelques instants plus tôt, quelque chose de grand s'est déplacé entre les arbres. Au début, cela ressemblait à un autre ours, brun foncé et hirsute, mais il était énorme, au moins 3 fois plus grand que le grizzly, et il nous tournait le dos. Puis il s'est levé. Il s'est dressé à une hauteur incroyable, comme une ombre se détachant des bois. La forme était aussi bizarre. Les bras étaient longs et les hanches trop étroites.
Ce n'était pas un ours. Nous avons couru. Je ne me souviens pas d'avoir pris la décision. Mon corps a simplement pris le relais, et j'ai couru derrière Harry, le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine, le souffle court, haletant, des pas lourds résonnant derrière nous, martelant le sol en synchronisation avec les nôtres. Nous ne nous sommes pas retournés. Enfin, les pas s'évanouirent. Je tremblais, au bord des larmes. Harry a essayé de me calmer, insistant sur le fait que tout cela était extrêmement inhabituel, que les ours ne se comportaient presque jamais de cette façon. Mais je voyais qu'il était aussi secoué. J'aurais dû faire demi-tour à ce moment-là, mais je ne l'ai pas fait. 1 heure après, nous atteignîmes une clairière et décidâmes de nous arrêter pour un enquête. Nous n'avions vu âme qui vive depuis le début de la randonnée, et alors que nous nous reposions, j'ai remarqué quelque chose bouger dans les buissons tout près, une ligne de branches qui s'agitait en venant droit vers nous. Un jeune grizzly est alors sorti, plus petit que le premier mais visiblement agité, les yeux vifs, la posture basse et tendue. Avant que je puisse réagir, Harry s'est levé d'un bond et a couru vers lui, hurlant comme un possédé, la bombe anti-ours à la main, agitant l'autre comme un fou, et l'ours a détalé, fracassant les broussailles sur son passage. J'avais envie de crier, c'était anormal d'être traqué par des ours. Mais le pire restait à venir. De retour au poste de garde forestier, où nous avions déposé notre itinéraire avant le voyage, protocole standard. Les gardes forestiers vérifient souvent les randonneurs pendant les treks de plusieurs jours. D'après les empreintes, nous suivions un garde forestier à cheval qui était passé ce jour-là, mais nous avons dû le manquer. Nous étions dehors depuis 2 jours entiers sans croiser une seule autre personne, et cet après-midi-là, j'ai commencé à avoir mal aux pieds et nous avons perdu de précieuses heures de lumière à essayer de régler le problème. Au moment où nous avons repris la marche, il faisait presque nuit et dans la forêt, l'obscurité tombe vite. Ma lampe frontale ne fonctionnait plus, les piles éteignent à plat, celle de Harry était la seule lumière qui marchait entre nous et le vent hurlait à travers les arbres, couvrant même le son de nos propres voix. Il faisait un froid glacial. Nous avons finalement trouvé un endroit pour le camp à 21h au Tromsø. Une clairière étrange en forme de bol, large d'environ 200 mètres. Le côté descendait en pente raide depuis le sentier. La moitié des arbres, à l'intérieur, étaient morts ou pourrissaient en tas. À l'extérieur du bassin, tout était luxuriant et vert. Pour détendre l'atmosphère, Harry a mis de la musique sur ses enceintes, espérant effrayer les prédateurs. Mais l'écho déformé et fantomatique de la musique a empiré les choses. Et puis vint le silence. Plus de musique, pas de vent, pas d'insectes, juste ce calme mortel. Le même silence étouffant que nous avions ressenti avant la première rencontre avec l'ours. Nous avons éteint l'enceinte et nous nous sommes glissés dans la tente, et à peine étions-nous installés que le craquement a recommencé. Des sons sourds et profonds derrière les arbres. Ce n'était peut-être pas des échos ni le vent, mais un bruit sourd. Le sol a tremblé sous nos pieds, suivi d'un autre bruit sourd. En entrant dans la clairière, nous nous sommes figés. Puis nous avons entendu un raclement lent et délibéré le long de la paroi de la tente. Ça a laissé une longue marque dans le tissu, comme un doigt traînant sur du nylon. « Qu'est-ce que c'est » ai-je chuchoté. « Je ne sais pas. Nous sommes seuls ici, ça ne peut pas être quelqu'un. » Mon estomac s'est noué et le côté de ma tente s'est lentement enfoncé. Quelque chose s'est penché et appuyé contre elle. J'ai pris ma lampe de poche et l'ai pointée vers le mur. Mon sang s'est glacé. Un visage humain, écrasé contre le tissu. Naise, bouche ouverte. Chaque respiration faisait gonfler et dégonfler le tissu. Quelque chose nous observait, il a chuchoté. J'ai dit « merde à ça ». J'ai attrapé un Glock dans mon sac de couchage et je l'ai armé bruyamment. Le visage a disparu. Nous avons entendu des pas courir à travers la clairière, retournant vers les arbres. Nous n'avons même pas dormi, nous n'avons même pas ouvert la tente avant que la lumière du soleil ne traverse les coutures. Quand nous avons enfin rampé dehors, le Lavani Oakland Dalaots en Rockar, la première chose que nous avons sentie était l'urine. Quelqu'un avait pissé sur le foyer éteint. Les braises étaient encore chaudes, de la vapeur s'en élevait dans la fraîcheur du matin. C'est là qu'on a vu des empreintes de pas, des dizaines, les pieds nus qui tournaient autour de la tente, et des empreintes de mains floues, boueuses, étalées sur le nylon, toutes de taille humaine. On pense que c'était de la boue, en tout cas.
Les grizzlies sont dangereux, mais ce ne sont pas les choses les plus effrayantes dans l'arrière-pays, loin de là. Je suis heureux de dire que nous sommes revenus sans autre problème, mais c'était l'une des expériences les plus éprouvantes et horribles de ma vie, et comme vous pouvez l'imaginer, je n'ai pas vraiment eu envie de retourner randonner dans les bois profonds depuis. Il y a quelques années, ma femme et moi étions en vacances en road trip. Une partie de notre itinéraire nous a menés à Shiprock, au Nouveau-Mexique, où vivaient quelques amis à moi. Des amis qui étaient profondément immergés dans le paranormal, pas seulement intéressés par celui-ci. On pourrait dire de véritables enquêteurs. Nous avons passé quelques nuits ensemble pour rattraper le temps perdu. Au dîner, nous avons partagé des histoires sur Bigfoot, des lumières étranges et de vieilles légendes. Enfin, je leur ai avoué vouloir sortir chercher un skinwalker. Je voulais chercher dans le noir juste une fois pour ressentir ce que c'est de chercher quelque chose d'inexplicable, et ils ont vraiment hésité. La plupart d'entre eux sont amérindiens, et quand il s'agit des skinwalkers, ils ne prennent pas ça à la légère. L'un d'eux a finalement accepté, un seul, et il m'a dit qu'il m'emmènerait dehors le lendemain soir. Les autres ont dit qu'ils me rejoindraient plus tard dans la semaine pour une enquête Bigfoot, plus classique à la place. Alors, le lendemain soir à 17h, mon ami est arrivé à l'hôtel dans un vieux camion. Nous avons roulé pendant plus d'1 heure, profondément dans le désert, principalement sur des chemins de terre étroits. Le soleil échant descendu bas, et bientôt nous avons été engloutis par une obscurité ancestrale. Nous nous sommes arrêtés à un endroit connu localement pour l'activité des skinwalkers. Les habitants évitaient un certain endroit, mais je tairai son nom. Des générations d'avertissements planent sur cet endroit comme un brouillard. Il a coupé le moteur et on est resté assis dans le camion à écouter. Au début, c'était simplement les sons nocturnes habituels, le vent, le cliquetis des insectes et les grillons qui stridulaient bruyamment. Il m'a parlé des récentes apparitions. Des gens entendent des voix imitant leurs proches, voient des animaux aux yeux humains et des formes bougeant anormalement. Après 1 heure, il m'a glacé le sang en me demandant de sortir du camion. Je pensais qu'il plaisantait, mais non. Il voulait que je marche devant le camion et écoute, disant qu'il allumerait les phares si quelque chose arrivait, comme si j'étais un appât. J'avais une arme, mais je connaissais les histoires. Les balles ordinaires ne les arrêteraient pas, contrairement à celles bénies et saupoudrées d'une cendre blanche spéciale. Cependant, la curiosité a surpassé la prudence et j'ai pensé que tout irait bien. Alors j'ai ouvert la porte et je suis sorti. Mais dès que j'ai touché la poignée, quelque chose a changé. La nuit n'est pas seulement devenue plus sombre. Elle semblait épaisse, étouffante. L'obscurité semblait avoir pris conscience de notre présence, comme si elle prenait le contrôle. La température a chuté si vite que j'ai eu la chair de poule. Et tous les sons de la nature, les grillons et les autres bestioles avaient disparu. Tout était vivant dans le désert il y a 1 minute, et maintenant c'était silencieux. Et juste au moment où j'ouvrais la porte en grand, le pied suspendu à quelques centimètres du sol, nous avons entendu un sifflement juste à côté de nous. Ça ne venait pas de l'extérieur du camion. Ce n'était même pas à la fenêtre. On aurait dit que ça venait de l'intérieur de la cabine. Je me suis figé, le sang glacé. Je me suis retourné d'un coup, prêt à surprendre mon ami en train de faire une blague. Mais quand je l'ai regardé, il ne bougeait pas. Il était devenu pâle, comme si tout le sang avait quitté son visage, la bouche légèrement entr'ouverte, fixant droit devant lui. Le sifflement est revenu. Il y avait quelque chose dehors, ou là-dedans avec nous. J'ai crié son nom, secoué son bras pour le sortir de là. Il a cligné des yeux, sursauté comme s'il se réveillait d'une transe, puis est passé à l'action. Il a démarré le moteur, allumé les phares, et nous avons tous les deux sauté dehors, lampe de poche à la main, balayant la zone. Rien. Pas un bruit, pas une trace, pas un murmure de ce qui avait été là. Mais comme il était secoué, et quand un homme navajo qui a passé toute sa vie entouré de ces choses dit qu'il est temps de partir, tu pars. Nous l'avons fait, sans rien ajouter. La nuit suivante, lui et quelques autres m'ont emmené à nouveau, cette fois pour regarder une zone près de la montagne Shiprock. Ce n'était pas une chasse aux skinwalkers, nous étions à la recherche du Bigfoot.
Ça semblait moins alarmant, mais toujours lourd. La zone où nous avons marché avait été le site de plusieurs observations, et après des heures de marche, nous avons trouvé ce qu'ils appelaient un nid de Bigfoot, une sorte de tanière dégagée remplie d'eau, des os de cerf, des dizaines d'entre eux nettoyés jusqu'à la moelle. Nous examinions le nid quand nous avons entendu un cri. Ce n'était pas un coyote, mais un puma. C'était profond, long et guttural. Nous nous sommes retournés, balayant la lisière des arbres avec la lampe torche, mais en vain. Mais les deux autres ont vu quelque chose. Un mouvement, juste au-dessus de nous, sur la crête. Quelque chose de grand et d'humanoïde. Leur peur était telle qu'ils n'osaient même pas dégainer et armer leurs armes. 10 minutes après, des bruits de pas ont commencé à résonner autour de nous. Ils nous ont encerclés, se rapprochant de plus en plus. Peu importe où nous pointions nos lampes, nous ne pouvions pas voir ce qui produisait ces bruits. Mais c'était là, se rapprochant, de moins en moins prudent. C'est à ce moment-là qu'on a pris la fuite. Même aujourd'hui, je repense au sifflement, à l'obscurité, au poids de quelque chose qu'on ne peut pas voir, juste en dehors du faisceau de ta lampe de poche. Je sais qu'on n'est pas seul là-bas. Au début des années 2000, dans les montagnes rocheuses, mon ami Adam et moi, tous les deux âgés de 14 ans à l'époque, nous nous sommes retrouvés au cœur des montagnes, loin de toute forme de civilisation. Nous campions avec ma famille et comme nous avions notre propre tente, sortir en douce pour une aventure nous semblait être l'idée parfaite. C'était la 3e nuit du voyage et vers 3 heures du matin, nous avons décidé de partir pour une petite exploration nocturne. Nous n'avons pas pris la peine de prévenir mes parents. Après tout, nous étions des adolescents qui se croyaient chiens invincibles. L'air froid de la montagne nous piquait la peau alors que nous nous enfoncions plus profondément dans la forêt, armés seulement de nos lampes de poche et d'un excès de confiance. Au bout de 15 à 25 minutes de marche, l'excitation de l'aventure a commencé à s'estomper pour moi. Plus nous avancions, plus je n'arrivais pas à me débarrasser de l'inquiétude sourde qui me rongeait l'esprit. Au début, mancheux, j'ai ignoré ce sentiment, le mettant sur le compte de l'étrangeté d'être entouré uniquement par l'obscurité et le bruit lointain de la forêt. Finalement, je me suis arrêté et me suis tourné vers Adam. On devrait peut-être rebrousser chemin. Il commence à faire plus froid maintenant et... J'ai hésité, ne voulant pas admettre que mes nerfs prenaient le dessus. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Adam ricana et me donna un coup de coude. « Allez, ne fais pas l'enfant, on vient à peine de commencer. » Son enthousiasme ne faiblissait pas, et contre mon meilleur jugement, j'ai accepté de continuer. 10 minutes de plus passèrent, les arbres autour de nous devenaient plus denses, leurs branches noueuses s'entremêlant au-dessus de nos têtes comme des doigts squelettiques. Puis, alors que ma lampe de poche balayait la petite clairière, je l'ai vu, quelque chose qui m'a donné la nausée. Une silhouette. Au début, j'ai pensé que mes yeux me trompaient. C'était une grande silhouette sombre, debout au bord de la clairière, à peine visible entre les arbres. Ma respiration s'est coupée lorsque j'ai braqué le faisceau de ma lampe torche dessus, essayant de comprendre ce que je voyais. Il avait des jambes incroyablement longues et fines, un corps déformé et, ce qui était le plus troublant, pas de bras. La façon dont il se tenait là, immobile, mais indéniablement conscient de notre présence, fit couler une terreur glaciale dans mes veines. « Adam !» chuchotai-je d'une voix rauque en attrapant son bras. « Tu vois ça ?» Il suivit mon regard et, pendant un bref instant, aucun de nous ne bougea. Puis, comme si la chose reconnaissait notre présence, elle bougea. Pas un pas, pas une ruée, juste le mouvement le plus infime, le plus étrange qui soit. C'est tout ce qu'il a fallu. L'instinct pur a pris le dessus et j'ai détalé, le cœur battant si violemment que je croyais qu'il allait exploser. Adam était juste derrière moi, nos pas affolés fracassant les broussailles. Je me fichais des branches qui me lacéraient les jambes ou des pierres qui menaçaient de me faire trébucher. Je courais à une vitesse inédite. Quand nous sommes arrivés au camp, mes poumons brûlaient, mes jambes n'étaient qu'un amas d'égratignures et de sang, et mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à ouvrir la fermeture éclair de la tente. Nous n'avons même pas tenté de rejoindre notre tente. Au lieu de cela, nous nous sommes rués dans la tente parentale, hors d'haleine et frissonnant.
Ils se sont réveillés instantanément, exigeant de savoir ce qui s'était passé, mais aucun de nous n'a pu trouver les mots pour expliquer. Pour le reste du voyage, nous avons refusé de dormir seuls, trop terrifiés à l'idée de risquer une autre rencontre avec ce qui rôdait dans ces bois. À ce jour, je ne sais toujours pas ce que nous avons vu. Ça aurait pu être un jeu de lumière, peut-être un animal déformé par les ombres, ou peut-être... C'était peut-être tout autre chose. Quand j'étais vraiment petit, j'avais peut-être 5 ou 6 ans, ma famille est bien partie camper au fin fond des montagnes de l'Utah. Je me souviens que le trajet avait duré une éternité, montant encore et encore jusqu'à ce qu'on atteigne enfin ce qui ressemblait au sommet du monde. Nous étions si hauts qu'il n'y avait plus aucun endroit où grimper. Au sommet, il y avait un petit lac de montagne froid, niché dans une poche de pinces et de rochers. Et c'est là que nous avons installé notre campement. Ça aurait dû être parfait. La vue était à couper le souffle et l'air était pur. Et le silence, à part le vent dans les arbres, était total. Mes parents, mon oncle et moi étions sur la rive à pêcher ce soir-là. Mes grands-parents et mon grand frère traînaient autour du camp derrière nous. J'étais juste un gamin, lançant ma ligne en espérant attraper quelque chose. Quand tout a changé, mon père a été le premier à le voir. De l'autre côté du lac, à peut-être une centaine de mètres sur la rive opposée, se tenait une silhouette massive qui ne bougeait pas, restant parfaitement immobile comme une statue. Humanoïde mais étrange. Elle était couverte de la tête aux pieds d'une fourrure brun-noir et mesurait facilement 2,50 m, voire plus. Même à cette distance, on pouvait sentir sa taille, sa présence, comme si elle nous observait. Au début, mon père a cru à une blague. Peut-être quelqu'un déguisé tentant d'effrayer les campeurs. Il a crié quelque chose, je ne me souviens plus quoi, mais cette chose a répondu. Elle a poussé un cri que je n'oublierai jamais. Ce n'était ni un rugissement ni un cri animal. C'était un langage aigu, presque incompréhensible, tel un cri strident. Mais ce n'était aucune langue que nous connaissions. Elle avait une cadence et un but. Quoi que ce soit qu'il disait, ça semblait avoir un sens, comme s'il essayait de communiquer. Ça semblait étranger. Mais ensuite, tout le monde regardait. Mes grands-parents étaient donc descendus au lac, mon frère aussi, même notre chien s'était figé, fixant la chose de l'autre côté de l'eau. Puis mes parents, Dieu sait pourquoi, ont commencé à imiter le son en retour, essayant de répéter les étranges vocalises qu'il avait faites. Et il a répondu. Chaque fois qu'il répétait son étrange langage, il répondait encore et encore, pendant ce qui semblait n'être que quelques minutes, mais paraissait une éternité. C'était le moment le plus étrange et le plus surréaliste de ma vie. Je me souviens que le vent s'est levé, les arbres se balançaient, non, et la façon dont nous étions tous là, sans parler, à simplement regarder cette chose avoir une conversation que personne ne comprenait. Et puis, soudain, ça a bougé. Il s'est retourné et s'est précipité dans la forêt comme s'il avait un endroit où aller, debout sur 2 jambes. Il s'est déplacé rapidement et a disparu en quelques secondes. Mon père a dit plus tard qu'il devait courir à près de 40 à 50 km à l'heure. Il n'avait jamais rien vu de tel. Mon frère, mon grand-père et notre chien ont agi de la manière la plus judicieuse possible. Ils l'ont poursuivi rapidement à travers le lac, suivant la direction dans laquelle la créature avait disparu. Je suis resté en arrière, serrant ma petite canne à pêche, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. À leur retour, ils n'avaient en main qu'une touffe de longs poils noirs et rêches trouvés accrochés à un vieux bout de clôture embarbelé. Ça pouvait provenir d'un ours ou d'autre chose. On aurait dû plier bagages et partir, mais on est doucement resté campé là, sur la rive, cette nuit-là. Le vent a hurlé toute la nuit et personne n'a vraiment dormi. Chaque craquement de branches, chaque rafale de vent nous mettait sur les nerfs. Même le feu semblait plus petit et plus faible, comme s'il ne pouvait pas repousser l'obscurité. Encore aujourd'hui, j'y pense parfois à ce qu'il voulait et pourquoi il a essayé de communiquer avec nous. Étonnamment, en Utah, de telles histoires ne sont pas inhabituelles. Mon grand-père avait un copain de chasse dans les années 70 qui était franchement un peu ermite. Ce type vivait loin dans la nature sauvage du nord-ouest du Pacifique, au cœur des montagnes Cascades.
C'était tellement isolé qu'il n'y avait ni eau courante, ni électricité, et pas une seule route goudronnée à des kilomètres à la ronde. Sa cabane était une étrange structure inquiétante perchée au sommet d'un versant escarpé de la montagne. Elle était construite sur de hauts pilotis, comme si elle essayait de rester au-dessus de quelque chose d'invisible dans la forêt en contrebas. Les pilotis élevaient donc la cabane à au moins 3 mètres du sol, et depuis la base de ces pilotis s'étendait un balcon étroit, une corniche précaire sans escalier ni échelle, rien pour monter ou descendre, seulement des chutes à pic de chaque côté, juste cette plateforme en bois qui s'avançait dans le vide, très exposée et vulnérable. Grand-père jurait que cet homme n'inventait pas d'histoire. Il le connaissait suffisamment bien, et il était aussi honnête et franc qu'on puisse l'être. Grand-père lui-même n'était pas du genre à croire aux histoires fantastiques, ou de fantômes. Mais ce qui s'est passé cette nuit-là l'a bouleversé. Ils avaient passé la journée à chasser, à suivre des pistes à travers des broussailles épaisses et l'air froid de la montagne, et maintenant le soir tombait comme une lourde couverture. À l'intérieur de la seule pièce de la cabane, d'environ 30 mètres carrés, éclairée seulement par une petite lampe à huile, les deux hommes étaient assis en silence, reprenant leur souffle et partageant ce silence que seuls de vrais amis peuvent partager après une dure journée. L'air sentait le bois humide, la fumée et l'odeur âcre de la viande séchée, suspendue à une poutre. Puis, sans prévenir, l'ermite fixa mon grand-père droit dans les yeux, et avec un regard d'un sérieux absolu, sans la moindre trace d'humour, dit « Monsieur Squatch est dans les bois. Sois prudent si tu sors le soir. » Grand-père a ri, mi-incrédule, mi-amusé, pensant que ce n'était qu'une vieille légende locale pour effrayer les visiteurs. Mais l'expression de l'homme n'a pas bougé. C'était comme un avertissement gravé sur son visage, comme si c'était la chose la plus ordinaire du monde, et que ce n'était qu'un simple fait. Il se leva et rassembla quelques fruits, un peu de pain rassis et des morceaux de viande séchée qu'il empila soigneusement dans un bol. Puis il sortit. Grand-père suivit silencieusement derrière, observant l'ermite qui portait le bol sur ce balcon étroit, celui sans escalier et sans aucun moyen d'y monter. Il posa le bol juste au bord, en équilibre précaire au-dessus du sol de la forêt. « Il n'y en aura plus demain matin, dit-il d'un ton plat. » Et puis, sans rien ajouter de plus, ils allèrent se coucher. La seule pièce de la cabane semblait plus lourde après cela. Grand-père s'installa sur un lit de camp près de la fenêtre donnant sur le balcon, et chaque craquement de la montagne amplifiait l'épaisse quiétude montagnarde. Des heures plus tard, au cœur de la nuit noire, grand-père fut brusquement réveillé. Au début, ce n'était qu'un doux bruissement, subtil et étrange, comme si la forêt elle-même respirait selon un rythme singulier. Et c'était juste derrière la fenêtre. Où était-ce la forêt ? Il s'est levé, le cœur battant. Il s'est approché prudemment de la fenêtre. Il plissa les yeux, et dehors le bol était vide. Puis, et c'est la partie qu'il n'arrive toujours pas à oublier, juste au bord du balcon, il l'a vu. 4 énormes doigts, épais, longs et poilus, posés sur le bois avant de disparaître dans l'ombre. Ces doigts étaient énormes, plus grands que n'importe quelle main humaine, et les poils étaient sombres et rêches. Grand-père s'est figé. Les poils sur la nuque de grand-père se sont dressés. La forêt était de nouveau silencieuse comme la mort, mais à cet instant, il sentit des yeux le transpercer depuis l'obscurité au-delà de la cabane. Le lendemain matin, le calme habituel de l'ermite avait disparu. Il n'en parlait pas. Il hochait simplement la tête d'un air sombre lorsque mon grand-père mentionnait le bol vide. Après cette nuit-là, grand-père refusa de chasser à nouveau dans ces montagnes. Cette sensation d'être observé. La présence inébranlable resta avec lui pendant des années. Cette nuit-là, mon grand-père a rencontré quelque chose qu'il n'aurait jamais voulu revoir. Tapis juste hors de vue, mais presque assez proche pour être touché, et je pense que cela l'a profondément bouleversé. Vers 11h30 ce soir, mon petit ami et moi quittions sa maison. Nous avons caressé ses chiens et nous nous sommes dit au revoir. Je précise cela parce qu'il est important de mentionner que tous ces chiens étaient présents. Mac était à l'intérieur et nous avons dit au revoir à Bébé, Sandy et Petit Bout. Nous les avons tous vus.
Mon petit ami habite dans une rue privée où tout le monde se connaît. Ses parents y habitent depuis 10 ans, et aucune nouvelle personne n'a emménagé pendant cette période. Si un nouvel animal apparaît, les gens le remarquent rapidement, tout le monde en parle, et dès qu'un animal errant arrive, c'est un sujet de conversation. En partant, nous avons aperçu une paire d'yeux brillants à une quinzaine de mètres. Mon petit ami pensait que ça pouvait être un lapin ou un autre petit animal, surtout que tous les chiens regardaient entrer dans cette direction. Clairement curieux, il a démarré la voiture pour que les phares l'éclairent. Quoi que ce fût, ça n'avait pas l'air normal. C'était trop gros pour un chat, trop petit pour un cerf ou un cochon. Malgré la lumière, l'animal sauvage ne s'est pas enfui, contrairement à la plupart des autres. Au début, il est allé dans les bois, mais ensuite il s'est retourné et a commencé à s'approcher lentement de nous. Le plus étrange, après chaque pas, il s'asseyait. Ses épaules ne semblaient pas être à la bonne place. Pour moi, on aurait dit qu'il marchait sur ses pattes arrière. Mais mon petit ami dit qu'il l'a vu à 4 pattes, donc je ne sais pas si la créature alternait entre ces 2 positions ou si nous l'avons vu différemment. Cela s'est produit environ 4 fois avant que nous partions en voiture, effrayés. Ses mouvements étaient anormaux, ses yeux jaunes luisaient et sa fourrure noire était lisse, presque brillante. Son corps semblait légèrement contorsionné, ou comme s'il marchait d'une manière étrange et tordue. Ça ressemblait un peu à un chien, mais ce n'en était pas un. Je ne sais toujours pas ce que nous avons vu, je n'arrive pas à l'expliquer. Bref, avançons rapidement. C'est sans doute un détail que j'aurais dû mentionner au début, mais la raison pour laquelle nous sommes allés chez lui, c'est parce qu'il passait la nuit chez moi et avait oublié ses vêtements. Quand nous avons quitté ma maison, j'ai laissé le portail ouvert. Voilà pourquoi c'est important. Je vis avec mes grands-parents qui étaient handicapés, et c'est important parce que notre allée fait environ 150 mètres de long, voire plus. Quand nous partions et laissions le portail ouvert, mes grands-parents étaient déjà endormis et n'auraient en est pas à sortir pour le fermer. Je le sais parce que je l'ai déjà fait et j'essaye toujours de m'assurer qu'il est fermé avant qu'ils ne se réveillent le matin. Mais quand nous sommes revenus, le portail était fermé. Choqués par ce qu'on avait vu plus tôt, mon petit ami et moi avons fait demi-tour. Je partage ça depuis le parking. Si vous avez des idées sur ce que ça pourrait être, j'aimerais beaucoup les entendre. J'ai déménagé de New York au Vermont au début de 2018, traînant avec moi la fatigue d'un déménagement et d'un emballage éprouvant. Je louais une petite maison sur le flanc d'une montagne, nichée au bout d'un chemin de terre isolé. Elle acceptait les animaux, ce qui était crucial. J'avais mon chat et mon chien âgés avec moi et c'était censé être temporaire, juste quelques mois en attendant de finaliser l'achat d'une maison. Zillow la faisait paraître plus proche de la ville, mais j'ai vite réalisé à quel point elle était vraiment isolée. Si 10 voitures passaient dans la journée, c'était considéré comme de la circulation. Au moins, le paysage alentour était splendide. De larges pelouses à l'avant et à l'arrière, plusieurs hectares d'espace ouvert, le tout entouré de vieux pins, de bouleaux et des restes squelettiques d'arbres fatigués par l'hiver. Un étang gelé s'étendait devant, un énorme pommier à l'arrière portait encore quelques pommes ratatinées, même en mars, et tout était enseveli sous plus d'1 mètre de neige. Des murets de pierre bordaient les lisières de la forêt. Mon chien, qui approchait déjà de ses 17 ans, pouvait à peine marcher. C'était le genre de chien qu'on a la chance d'avoir une fois dans sa vie. On m'avait prévenu de ne pas le détacher à cause de quelques alpagas à environ 400 mètres en bas de la colline qui apparemment avaient une vendetta contre les chiens. Mon vieux compagnon n'est pas assez rapide pour provoquer quoi que ce soit. La maison était de plein pied, modeste, avec des lumières à détecteur de mouvement qui s'allumaient dès que quelque chose passait dans l'allée, laquelle faisait le tour derrière la maison. Il y avait une longue dépendance ouverte de type garage à environ 10 mètres de la cuisine, remplie de vieux outils, de jardin et de bacs de rangement. Pas de porte, juste une large ouverture béante et sombre qui ressemblait moins à un abri qu'à un centre commercial. À côté de la cuisine, il y avait une véranda avec moustiquaire qui donnait sur l'étang gelé, et je ne me rendais pas compte à quel point cette véranda serait importante. La deuxième nuit, les choses ont changé. Il était environ 20 heures, et la neige était tombée fraîche et épaisse.
J'ai attrapé la laisse du chien et je suis sorti en ne portant que des baskets, une chemise de nuit et une veste légère, un geste insensé de New-Yorkaise. Je pensais que ça ne prendrait que 5 minutes, le temps qu'il fasse ses besoins. Je l'ai promené le long de la partie déneigée de l'allée et j'ai voulu le faire rentrer, mais la porte ne bougeait pas. Je m'étais enfermé dehors car c'était le genre de poignée qui se verrouille automatiquement derrière vous. Le pire genre. Mon cœur s'est serré. Pas de téléphone, pas de lampe de poche, aucun voisin en vue, et ma voiture, garée près de la porte arrière, était aussi verrouillée. Je suis resté là à grelotter en essayant de ne pas paniquer. Mon seul espoir était le garage. Je me suis souvenu avoir vu un pied de biche là-dedans plus tôt. Si je pouvais briser une fenêtre ou grimper à l'intérieur, peut-être que je pourrais éviter de mourir gelé dehors comme un idiot en pyjama. J'ai attaché la laisse de mon chien au rétroviseur de ma voiture. Et j'ai couru jusqu'aux dépendances ouvertes, la neige trempant mes baskets. J'ai trouvé le pied de biche facilement. Il était froid et lourd dans ma main. J'ai pris une inspiration, je me suis détourné de la fenêtre de la cuisine et j'ai frappé fort par-dessus mon épaule. Le métal a frappé la vitre et a rebondi avec un fracas métallique assourdissant. Des étincelles ont jailli. Pas de fissure, pas d'éclat, juste le choc du verre de sécurité intact et le silence étrange qui a suivi. Quel genre de voiture de location avait des vitres par balles ? J'ai testé une autre vitre, même résultat. La panique m'a saisi encore plus fort. Mes doigts commençaient à s'engourdir. Mon chien, hors de vue au coin de la rue, s'est mis à aboyer frénétiquement. De longs aboiements résonnants qui rebondissaient sur la forêt environnante. Puis la pente menaçante derrière la maison. J'ai crié à mon chien de se taire, mais il n'a fait qu'aboyer plus fort. Puis, soudain, le silence. Trop frigorifié et effrayé pour m'interroger, j'ai continué à avancer. Je me suis souvenu de la véranda grillagée. Si je pouvais l'atteindre, peut-être que la porte intérieure de la cuisine serait encore déverrouillée. Mais pour y arriver, je devais creuser un chemin de 15 pieds dans la neige intacte. J'ai trouvé une pelle dans le garage et j'ai commencé à creuser une tranchée, haletant, les jambes brûlantes à cause du froid. De temps en temps, j'appelais le chien, mais toujours aucun son. Je pensais qu'il allait bien, qu'il était vieux, sûrement juste couché quelque part. Quand j'ai enfin dégagé le chemin jusqu'au porche, j'ai failli pleurer de soulagement en trouvant la porte ouverte. Je me suis faufilé, j'ai traversé jusqu'à la cuisine, elle aussi déverrouillée. Dieu merci. Et je me suis précipité à l'intérieur. La première chose que j'ai faite, c'est de prendre les clés de la maison sur le comptoir, puis j'ai couru jusqu'à la voiture, et mon chien avait disparu. La laisse pendait mollement, proprement déchirée, et mon estomac s'est noué. J'ai commencé à l'appeler, puis j'ai fait le tour de la maison, le cœur battant. Et là je l'ai vu, il revenait vers moi en traversant la neige, aussi vieux que toujours, la queue remuant comme si de rien n'était. Je me suis agenouillé et l'ai serré dans mes bras, mon visage enfoui dans sa fourrure. J'ai examiné la laisse. C'était une de ces laisses rétractables, conçues pour des chiens de plus de 50 kilos, mais elle était complètement déchirée. Comment a-t-il même réussi ça ? Quand je me suis enfin glissé dans mon lit cette nuit-là, j'étais à bout de nerfs. J'ai juré de ne plus jamais quitter la maison sans mes clés. Mais ce qui s'est passé la nuit suivante a rendu tout ça, le froid, la malchance, les nerfs, à vif, insignifiants en comparaison. C'est alors que les coups ont débuté. C'était une nuit claire, les étoiles parsemaient le ciel en abondance. J'ai sorti le chien pour sa dernière promenade, restant pieds nus sur les marches arrière un instant pour admirer les constellations. La ceinture d'Orion, les Pléiades. Je n'avais pas vu d'étoiles aussi vives depuis mon enfance. Puis le coup frappé à la porte. Un seul coup sec est venu de la droite, peut-être près de la lisière des arbres à 2 heures. Puis un autre. À ma gauche vers 11 heures. Ce n'étaient pas des échos, ni des branches. C'étaient des bruits délibérés, nets et identiques à celui que j'ai fait la veille au soir quand j'ai frappé la fenêtre avec la barre à mine. Il n'y avait pas de vent, aucun mouvement, juste un silence glacial et ces 2 coups distincts. Je suis rentré rapidement avec le chien, verrouillant soigneusement toutes les portes et fenêtres. La nuit d'après, je n'ai pris aucun risque. Lumières allumées, lampe de poche à la main, bâton de ski dans l'autre pour me stabiliser sur la glace,
clé de la maison bien rangée tôt dans la poche de ma veste. J'ai écourté notre promenade. Mais en retournant vers la maison, quelque chose attira mon attention. De la couleur. Du mouvement. Un éclair rouge orangé. Au bord de la cour, juste au-delà de la remise ouverte du garage, quelque chose me fixait. 2 yeux rouges orangés, brillants, écartés d'au moins 25 cm, m'observaient juste au-dessus du muret de pierre où commençait la forêt. Ils ne clignaient pas, ils ne vacillaient pas. Ils étaient fixes et intentionnels. Au début, j'ai pensé AI, mais l'espacement était totalement erroné. Je me suis balancé de gauche à droite, tentant de déterminer si c'était un réflecteur qui renvoyait la lumière du porche. Non. La glace me suivait du regard. Je suis resté figé 1 minute, le cœur battant à tout rompre. Quoi que ce soit, c'était énorme. Je ne voyais pas de corps. Seuls ses yeux brûlaient dans la nuit tels des braises jumelles. Je me suis éloigné doucement et suis rentré. J'ai peu dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, je suis ressorti avec des jumelles. Je suis allé au rocher et j'ai tout examiné. Rien. Pas de boîte, pas de réflecteur, juste des traces. Juste la forêt et le silence froid du Vermont. Je suis resté dans cette maison encore 3 ou 4 semaines. Je n'ai jamais revu ses yeux, mais la sensation d'être observé ne m'a jamais vraiment quitté. Pendant mes sorties diurnes, je regardais furtivement les arbres, m'attendant presque à les voir cligner des yeux. Ce n'était pas ma première rencontre avec l'étrange dans les bois. J'en ai eu d'autres à New York. Mais ses yeux secousse étaient différents. Curieux, pas agressif. Comme si quelque chose s'annonçait, testait le terrain. Oh, et un dernier détail. La première nuit, lorsque je me suis enfermé dehors en partant chercher des outils, une clé était accrochée au-dessus de la pelle. J'aurais pu m'épargner beaucoup de stress. J'ai récupéré toute ma caution, et cette maison me manque toujours. Mais je n'ai plus jamais promené le chien la nuit de la même façon depuis. Aujourd'hui, vers 17h sur la côte ouest de la Suède, il faisait déjà nuit noire dehors quand mon père et moi avons décidé d'aller nous promener dans une forêt voisine. Le sentier que nous avons emprunté n'était qu'à 10 minutes de la civilisation, mais il n'y avait pas de lampadaire et nous n'avions pas emporté de lampe de poche. Malgré l'obscurité, le chemin restait suffisamment visible, peut-être grâce à la lune brillante ou à la faible lueur dans le ciel, et nous marchions souvent ensemble, parlant généralement des choses les plus banales. Nous marchions à côté d'un grand lac, silencieux à l'exception du doux clapotis de l'eau sur la rive. Près du bord, nous avons aperçu un grand groupe de canards, peut-être une 50aine, flottant calmement sur l'eau près de la plage. Tout semblait normal, jusqu'à ce que soudain, à environ 25 mètres devant nous, quelque chose traverse rapidement le sentier. Ce n'était pas un animal que l'un de nous avait déjà vu auparavant. La créature a sprinté de droite à gauche et a disparu vers le lac en un éclair. J'estimerais qu'elle mesurait environ 150 cm de haut, mais elle ne courait pas comme un cerf ou un renard. Elle se déplaçait à 4 pattes, mais les membres avant étaient nettement plus longs que les pattes arrière, presque comme si c'était une créature bipède forcée de courir à 4 pattes. Sa fourrure ou sa peau était de couleur beige ou brune, se fondant dans l'obscurité de la forêt. Mais sa vitesse était terrifiante, et elle était incroyablement rapide, silencieuse à l'exception du martèlement de ses membres sur le sol de la forêt. Les canards sur le lac ont paniqué instantanément. Ils se sont mis dans un chaos total, s'envolant frénétiquement dans les airs, en battant des ailes et criant bruyamment. Je ne suis pas un expert de la faune, mais même un cerf ou un renard provoquerait rarement ce genre de perturbation aussi près des gens sans faire de bruit. Puis, comme si c'était prévu, une forte odeur métallique a rempli l'air. C'était l'odeur âcre et incontestable du fer et du sang. Mon père et moi l'avons tout de suite remarqué. Je travaille dans un hôpital et je suis habitué à manipuler du sang, mais je n'avais jamais senti une telle odeur à l'extérieur auparavant. C'était accablant, mais la réaction de mon père m'a le plus marqué. C'est un sceptique pur et dur, un réaliste qui aime la science et qui a grandi dans une ferme au cœur des forêts suédoises. Il connaît la faune locale mieux que quiconque que je connaisse, et il a été aussi choqué que moi. Il a dit qu'il n'avait jamais vu quoi que ce soit de cette taille, de cette forme ou allant à une telle vitesse.
La supposition la plus proche était peut-être un cerf, mais les cerfs n'ont pas des pattes de longueur différentes comme ça, et ils ne s'approchent généralement pas autant des gens ni ne se déplacent aussi vite et silencieusement. Le corps de la créature semblait très massif à l'avant, avec des bras beaucoup plus longs que les jambes. Une démarche que je n'arrivais pas non plus à identifier, et après qu'elle s'est disparue dans l'obscurité près du lac, nous sommes restés là, sans voix. Se pourrait-il que ce soit un homme-chèvre ? Parce que la forte odeur de fer me rappelait les légendes folkloriques que j'ai lues sur l'homme-chèvre. Beaucoup d'histoires mentionnent cette même odeur. Mais ce que c'était exactement, je n'en ai aucune idée. Il y a environ 10 ans, mon pote est allé camper dans la nature sauvage du nord de l'Ontario avec un autre gars. Le début était parfait. Ils ont pêché beaucoup de poissons, en ont fait frire pour le dîner et ont suspendu le reste dans les arbres pour le conserver frais la nuit. Alors que le soleil disparaissait sous l'horizon, ils se sont installés près du feu, profitant des soirées paisibles. Mais ensuite, des événements étranges dans mon coin se sont produits. Depuis les buissons sombres, ils entendaient maintenant les sons nocturnes habituels. Des bruissements de feuilles et des craquements de brindilles, sûrement un écureuil ou un raton laveur. Mais ensuite, l'écarin, il y eut quelque chose d'étrange, de bizarre et de troublant. Des rires. Au début, ils n'y ont pas prêté attention, mais mon pote a aperçu du coin de l'œil quelque chose de petit. Il l'a décrit comme un petit homme araignée, presque comme une minuscule silhouette nerveuse qui filait à travers les broussailles. Son partenaire de camping l'a vu aussi, une petite silhouette humanoïde. Il a dit qu'il était voûté, comme un nain de dessin animé. Effrayés, ils se sont tous les deux précipités à quelques mètres du campement. À leur retour, un calme étrange régnait et les poissons accrochés dans les arbres avaient disparu. En seulement quelques minutes, tout avait disparu. Au premier abord, cela ne semble pas si étrange. Un raton laveur ou un porc-épic aurait pu tout emporter. L'esprit joue des tours et mon pote, qui est scientifique de métier, n'est pas du genre à se laisser facilement emporter par des explications extraordinaires. Mais ensuite, l'histoire a pris une tournure curieuse. Des années plus tard, alors que j'étais plongé dans les archives de l'Ontario pour une thèse, je suis tombé sur une interview d'un explorateur du début du XXe siècle appelé Ernest Oberholzer. Il a raconté des histoires de son guide autochtone, Otuk Gaomawan, mieux connu sous le nom de Billy McGee. L'homme qui voyageait avec lui autour du lac supérieur parlait de légendes parmi le peuple Anishinaabe, appelé Mochifesu ou Mamagrassi. On disait qu'il s'agissait de petits êtres qui non seulement jouaient coin des tours aux voyageurs sans méfiance, mais étaient aussi connus pour leur rire étrange et inquiétant. C'était un lien étrange avec ce que mon pote avait vécu. Se pourrait-il que les légendes qu'il avait entendues ne se mêlent pas que des histoires, mais quelque chose de plus ancien, qui vit encore dans ces forêts du Nord? Ma petite amie et moi nous promenions le long du bord d'une crique isolée près du cap Elizabeth, dans le Maine, profitant de l'air marin et de la façon dont le faisceau du phare transperçait le brouillard. La marée était basse, révélant des rochers glissants et de longues bandes d'algues qui ondulaient dans la houle douce. Nous nous sommes arrêtés sur une vieille plateforme d'observation en bois qui s'avançait au-dessus de la plage rocheuse. De là, la lumière de la lune miroitait sur l'eau, transformant l'océan en argent liquide. Et c'est là que nous l'avons vu. Au début, j'ai cru que ce n'était qu'un tas d'algues, ou peut-être du bois flotté. Mais ensuite, ça a bougé. Une petite silhouette sombre se tenait seule au bord de l'eau, parfaitement immobile. Elle avait une forme humaine, pas plus d'1,20 m, mais quelque chose dans ses proportions n'allait pas. Son corps était court et mince, mais sa tête était énorme, presque la moitié de sa taille, lisse et parfaitement ronde. La lumière de la lune dansait sur sa surface, créant un étrange reflet miroir qui la faisait paraître presque transparente, comme de l'obsidienne polie, ou de l'eau noire et profonde. Une vague froide de malaise me traversa. Ma petite amie s'est tendue à côté de moi, ses doigts s'enfonçant dans mes bras. Ce n'était pas juste là, ça nous observait la tête. De la chose s'est lentement tournée dans notre direction, et pendant une fraction de seconde,
J'ai cru voir quelque chose bouger à l'intérieur, comme la lumière qui se réfracte dans de l'eau profonde. Ma respiration s'est coupée dans ma gorge, puis ma petite amie a hurlé. Le son a brisé le silence et en un instant, la chose a réagi. Elle a sursauté comme si elle avait été surprise, puis s'est mise en mouvement. Mais elle n'a pas fui. Elle a bondi. Sans un bruit, elle s'est jetée vers l'eau. Ses mouvements incroyablement fluides, comme si la gravité ne s'appliquait presque pas à elle. Elle n'a pas éclaboussé en touchant l'eau. Il n'y a eu aucun remous, aucun signe de lutte. Elle a simplement disparu sous les vagues, comme une pierre qui coule dans l'abîme. Nous sommes restés figés à regarder l'océan en contrebas. L'eau a légèrement ondulé là où elle avait disparu, puis s'est calmée. Mon cœur battait si fort que je l'entendais. Ma copine a murmuré quelque chose, mais le vacarme de mes pensées m'empêchait de bien l'entendre. Qu'est-ce qu'on venait de voir, bon sang ? Les minutes passaient. Nous avons attendu qu'il refasse surface, qu'il rampe sur le rivage et nous explique. La crique est restée vide. Le faisceau du phare balayait l'eau, n'éclairant rien d'autre que la mer Noire à perte de vue. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je n'ai pas cessé de penser à sa façon de bouger et à la manière dont la lumière lunaire se reflétait sur son crâne. J'ai cherché en ligne tout ce qui pourrait l'expliquer. Une créature légendaire des profondeurs, un cryptide local bien connu. Mais rien ne correspondait. À ce jour, je ne sais toujours pas ce que nous avons vu. Et si quelqu'un d'autre le sait, j'aimerais vraiment satisfaire ma curiosité. Quand j'avais 14 ans, un ami et moi avions fait de la pêche un rituel estival. Nous y allions presque tous les jours. Nous n'avions pas de voiture ni de moyens faciles pour aller aux endroits qu'on aimait. Alors nous partions à pied, marchant pendant 1 heure, parfois 1 heure et demie, à travers des bois denses et des marécages couverts de mousse. Notre destination était un réseau de petites rivières que nous appelions les Stidies. Ces ruisseaux étroits, larges de 5 pieds tout au plus, serpentaient à travers la forêt et finissaient en par se jeter dans un immense lac paisible. Les rivières étaient le peu profondes et claires, parfaites pour sauter d'une rive à l'autre. À notre âge, sauter d'un côté à l'autre était facile, faisant du trajet une partie de l'aventure. Nous connaissions chaque tournant, chaque tronc d'arbre et chaque coin secret pour pêcher tout au long du chemin. Mais lors de notre dernier voyage, là-bas, quelque chose s'est produit qui a tout changé. Nous marchions le long de l'une des rivières étroites, jetant des regards distraits dans l'eau et scrutant la forêt. Ce jour-là, l'air était épais et lourd. Soudain, nous sommes tombés sur quelque chose de troublant, un grand tas d'ossements d'animaux. Ils étaient blanchis, éparpillés et usés par le temps, rongés par de plus petites créatures de la forêt. Au début, nous nous sommes figés tous les deux. Nous ne savions pas quoi penser, mais après un moment, nous avons supposé qu'un chasseur avait peut-être attiré son gibier ici. Ce n'était pas rare, surtout dans cette région isolée. Nous avons poursuivi notre route, avançant plus lentement et prudemment. Puis nous avons atteint le bord de la berge. L'eau était d'une limpidité cristalline, dévoilant chaque détail du fond. Et là, au milieu du lit de la rivière, comme gravé dans la pierre, se trouvait une immense empreinte de pas. C'était sans aucun doute un pied nu. Les orteils étaient en temps clairement visibles, écartés et distincts. C'était le pied gauche. Énorme, bien plus grand que n'importe quel pied humain que j'avais jamais vu. L'eau l'agrandissait, le rendant encore plus gigantesque et surnaturel. J'ai appelé mon ami, impatient de lui montrer. Mais alors que je criais son nom, un grondement sourd et profond brisa le silence, un bruit semblable à un tonnerre lointain, venant des arbres denses de l'autre côté de la rivière. Soudain, toute la forêt de ce côté-là se mit à trembler violemment. Les branches craquaient, les feuilles bruissaient comme si une tempête traversait les lieux. Je me suis tourné vers mon ami et il avait disparu. Seul un nuage de poussière s'élevait là où il se tenait. Il courait au loin et sa peur était contagieuse. Sans hésiter, je l'ai suivi, le cœur battant, courant à l'aveugle à travers la forêt derrière lui. Nous ne nous sommes jamais retournés. Ce jour-là, la paix et la magie de ces bois disparurent à jamais. Nous avons raconté aux gens ce que nous avions vu et entendu, mais personne ne nous a cru.
On disait que ce n'était qu'une histoire, des enfants avec trop d'imagination. Mais nous savions que c'était réel. Il y avait quelque chose d'énorme là-bas, et cette empreinte le prouve. Quand j'étais en cours élémentaire, ma famille et moi avons séjourné dans une petite cabane au cœur des séquoias. C'était un endroit où les arbres se resserraient tout autour et la nuit semblait épaisse et sans fin. Mes parents partageaient une chambre avec mon petit frère qui dormait entre eux et ma grande sœur était sur un sac de couchage par terre, tout près. Quant à moi, je dormais sur le canapé-lit dans le salon et mon meilleur ami Colin avait le droit de venir avec nous et de dormir là avec moi. Cette nuit-là, nous avons joué à la Game Boy bien après l'heure du coucher. La cabane était silencieuse, à part les doux clics des boutons et nos chuchotements. Je me souviens de m'être endormi pendant que Colin jouait son tour. Épuisé après une longue journée de randonnée, je me suis endormi vers 3 heures du matin. C'est à ce moment-là que j'ai senti une légère poussée. Colin me secouait pour me réveiller. Somnolent, j'ai demandé ce qu'il voulait. Il porta un doigt à ses lèvres et pointa silencieusement vers la fenêtre au-dessus du canapé. Dehors, sous la pâle lumière de la lune, nous avons vu la balançoire. Elle était plus grande que mon père, qui mesurait 1,78 m. Mais dominant tout cela, une silhouette sombre, couverte d'une épaisse fourrure. Il faisait incroyablement sombre dehors. La cabane se trouvait dans une petite clairière entourée d'une forêt dense de séquoias, donc la seule lumière était la lueur argentée de la lune filtrant à travers les arbres. J'étais figé, le choc me clouant sur place. J'avais entendu des histoires sur le Bigfoot, mais je n'y avais jamais vraiment cru, et je n'aurais jamais imaginé en voir un de mes propres yeux. La région était connue pour ses apparitions, et la boutique de souvenirs vendait des objets couverts d'images de Bigfoot, mais là, c'était différent. C'était réel. Nous l'avons fixé du regard pendant ce qui nous a semblé une éternité, puis j'ai aperçu l'œil de la créature briller faiblement dans l'obscurité alors qu'elle nous regardait en retour. Au bout d'un moment, elle s'est retournée et a lentement descendu la colline vers les arbres, ses foulées longues et délibérées. Colin et moi nous sommes regardés, les yeux écarquillés et silencieux. Nous ne rêvions pas, c'était réel et d'une manière ou d'une autre, au lieu de la peur, une vague d'excitation nous a envahis. C'était un spectacle incroyable et inoubliable. Nous devions être complètement épuisés, car après cela, nous ne sommes pas restés éveillés beaucoup plus longtemps. Et nous nous sommes endormis rapidement. Le lendemain matin, nous avons raconté à mes parents ce que nous avions vu. Ils nous ont écartés et ont dit que c'était une belle histoire, quelque chose que 2 enfants pourraient inventer après une longue journée dehors. Pendant des années après, Colin et moi plaisantions sur le fait que nous avions vu le Bigfoot ensemble. Cette nuit inoubliable dans les Redwoods. Salut les gars, c'est Mort ici et merci beaucoup d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié les histoires de ce soir. Si c'est le cas, faites-le moi savoir ci-dessous et j'aimerais adresser un immense merci à mes membres et mécènes très spéciaux dont les noms apparaissent à l'écran qui pour une petite somme chaque mois reçoivent des avantages sympas. Si vous voulez en savoir plus, suivez le lien dans la description pour plus d'informations. C'est tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié cette toute première semaine du festival de contenu de juin. On se retrouve demain pour une grosse compilation que j'espère vraiment vous plaira, puis lundi on commencera fort en retournant dans les bois hantés. J'espère vous y voir, restez géniaux et à la prochaine. Bonne nuit.